BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Savoie, à Chambéry, chez Alpina. La marque agroalimentaire spécialiste des pâtes et des crozets veut aller plus loin dans sa bascule climatique. On va parler de matières premières agricoles, d'énergie et de protéines végétales. Notre reporter Philippine Dolbeau est sur place et notre expert sera en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons de nos vacances dans la deuxième partie de l'émission. Ça approche, ça ne vous a pas échappé. Mais comment se faire plaisir sans nuire à la planète? Comment continuer à voyager sans faire flamber les émissions de CO2 et épuiser nos ressources? On en parlera avec deux chefs d'entreprise du secteur touristique qui ont transformé leur modèle d'affaires. Jérôme Pasquier de Village Club du Soleil et Geoffrey Laville du groupe Magora. BFM Climat, on y va. Et on part donc aujourd'hui, je vous le disais, à Chambéry, chez la marque agroalimentaire Alpina, spécialiste des pâtes et des crozets en Savoie. Alpina, vous allez le voir, a de nombreux défis à relever pour avancer dans sa bascule climatique, décarboner les matières agricoles, décarboner son énergie et végétaliser nos assiettes. Philippine Dolbeau est sur place avec les équipes d'Alpina. Allez, aujourd'hui, direction la Savoie, chez Alpina, le plus ancien semoule pastier de France. L'entreprise veut conjuguer tradition et transition. Alors, agriculture, alimentation, énergie, voilà ces trois défis majeurs dont ils vont vous parler pour réduire son empreinte carbone. Et je vous y emmène tout de suite. Notre premier défi, il concerne l'amont agricole. Chez nous, Alpina, par exemple, c'est 60% de nos émissions de gaz à effet de serre qui viennent de l'agriculture et de la production agricole de notre matière première qui est le blé dur. Mais l'agriculture, c'est aussi potentiellement la solution. Parce qu'on sait que l'agriculture permet par exemple de développer la biodiversité ou être d'un puits de carbone. On sait que les prairies permanentes, c'est formidable pour ça. Évidemment, il reste beaucoup à faire parce que notre Graal, c'est l'agriculture de régénération. Et l'agriculture de régénération, c'est une agriculture qui est non émissive et qui favorise la biodiversité et la vie dans les sols. Et là-dessus, on a beaucoup d'enjeux. D'abord parce que le blé dur que vous voyez ici, c'est une céréale qui est assez capricieuse, qui est assez gourmande en engrais. Et donc, on doit trouver des solutions sur la recherche variétale et sur les pratiques dans les champs. Et ça, c'est pas évident parce que, d'abord, dans les exploitations, ils ne font pas que du blé dur. Il y a des rotations culturales. Et donc, c'est forcément une démarche collective. Et donc, à la fois sur la recherche variétale, sur les pratiques dans les exploitations, pour atteindre le Graal de l'agriculture de régénération. Bonjour Nicolas Guise. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre usine à Chambéry. Vous êtes le patron de la marque Alpina et vous nous avez rejoint en plateau aujourd'hui dans BFM Climat pour qu'on vous aide à avancer sur vos défis, notamment celui-ci de l'agriculture régénérative. Et c'est Céline Corpel du Shift Project qui va s'en occuper aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet. Céline, comment est-ce que vous pouvez aider Nicolas à avancer vers une agriculture régénérative? Il l'a expliqué, ça recoupe beaucoup de défis. Comment il peut atteindre ce Graal, comme le dit Nicolas? Déjà, c'est une très bonne question. C'est une très bonne. J'ai envie de lui dire de continuer comme ça, parce que se poser la question de l'origine des produits qu'on transforme dans son usine, et Alpina a la chance de posséder son moulin, donc c'est déjà un premier bon point. Et ensuite, tout ce qui permettra d'encourager et de valoriser chez les agriculteurs les bonnes pratiques va dans le bon sens. L'agriculture, par définition, impacte les milieux puisqu'on choisit des espèces particulières qu'on souhaite cultiver. Donc tout ce qui va permettre de minimiser l'impact de ces pratiques, des pratiques donc du semis, du traitement des plantes, des engrais qu'on apporte, etc., de maximiser la couverture des sols, tout ça va dans le bon sens. Donc effectivement, le blé dur, c'est une céréale qui est gourmande en engrais. Et donc, on sait qu'en grande culture, un des postes d'émission de gaz à effet de serre, c'est la consommation d'engrais minéral. Donc, optimiser encore plus les doses d'azote, etc. Peut-être se poser la question de l'exigence en taux de protéines pour ces plantes, puisque le blé dur, pour les industriels, pour la transformation, pour que les pâtes qu'on fait cuire ensuite chez nous se tiennent, etc., dans les casseroles, on exige des agriculteurs un taux de protéines de 14%, il me semble, donc plus que pour le béton. Donc tout ça, ça implique d'avoir suffisamment d'azote dans le milieu. Donc l'ensemble, ça va dans le bon sens. Ça va permettre en plus, effectivement, un ensemble de co-bénéfices sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, et effectivement, point important, le stockage de carbone, puisque c'est en grande culture qu'il y a le plus grand potentiel de stockage de carbone en France.
On parlera des prairies peut-être tout à l'heure, mais en tout cas en grande culture, en zone cultivée, c'est là où justement il y a eu un petit peu de perte de matière organique qu'il y a un gap à regagner. Il y a un point aussi dans la transition, vous le dites, vous le shift, et beaucoup de patrons dans l'agroalimentaire en sont bien conscients. Une des clés, c'est les moyens financiers. Est-ce que vous êtes, évidemment, à destination des agriculteurs, est-ce que vous, chez Alpina, vous êtes capable de mieux rémunérer vos agriculteurs? Ou est-ce que ça fait sortir votre modèle économique de son équation? Non, c'est déjà une réalité. On se pose souvent la question si on doit aller plus loin, mais en tout cas, c'est une réalité. Aujourd'hui, on donne à peu près une 50aine d'euros à la tonne de plus de primes pour justement la qualité et ces travaux vers de l'agroécologie. Et en fait, on a des cahiers des charges dans nos filières, les filières Alpina qui existent depuis près de 30 ans, où on travaille sur une amélioration continue des pratiques agricoles. Et récemment, en plus, on a rajouté l'objectif du zéro résidu de pesticides sur nos blés pour pouvoir promettre ça aussi aux consommateurs sur le produit. Bon, ça avance. On retourne sur place avec Philippine pour voir un autre défi. On voit que l'agriculture régénérative, ça avance. Il y a un autre sujet sur lequel vous voulez avancer, c'est décarboner votre énergie. Tout ça, c'est bien à condition d'avoir une usine plus sobre. L'usine tourne au gaz, à la vapeur et à l'électricité. Alpina veut consommer moins, mieux et intégrer plus d'énergie décarbonée. C'est ce qu'on appelle, vous allez le voir, une transformation en profondeur. Aujourd'hui, on atteint 80% de décarbonation de nos sources d'énergie. En parallèle, bien entendu, on a travaillé sur la réduction de nos consommations, avec la baisse de la pression de la vapeur, avec la mise en place d'une centrale de traitement d'air et également la réutilisation des chaleurs résiduelles. Avec tous ces efforts combinés, les émissions directes ont été réduites de 60% sur les 10 dernières années. Alors pour aller plus loin, on vise à l'avenir une neutralité carbone sur notre site, avec la poursuite de la transition vers les énergies renouvelables, qui devrait atteindre 95% de notre mix sous l'impulsion de nouveaux évaporateurs Dalkia. Également la réinjection du reste des chaleurs résiduelles dans le réseau, ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques pour compléter. Donc en synthèse, sobriété, écosystème local et circularité. Alors Céline, là on voit quand même que Alpina est quand même assez avancé dans la décarbonation de ses process énergétiques. Comment faire les derniers kilomètres, en résumé ? Effectivement, bravo, 80% de décarbonation, c'est énorme. Tout ce qui va permettre de substituer aux énergies fossiles d'autres sources d'énergie, c'est à prendre. De ce que je comprends, il y a une origine d'énergie via la biomasse. On a parlé de Dalkia, donc c'est peut-être là le point de vigilance à avoir. Bon, déjà, bravo pour tout ce qui est fait, mais effectivement, dans la perspective d'augmenter cette décarbonation, c'est de bien réfléchir sur le moyen et long terme de la disponibilité en biomasse. Déjà, évidemment, on parle de sobriété, donc ça, on est d'accord qu'il faut aussi en même temps réduire les consommations d'énergie, mais vraiment réfléchir à un niveau peut-être plus de l'écosystème des entreprises locales pour s'assurer que cette disponibilité en biomasse sera bien durable et se fait dans des pratiques soutenables. Alors, il y a bien sûr, c'est très important dans la transition énergétique, la question de la disponibilité. Il y a aussi la question du prix. C'est une question que je pose souvent dans BFM Climat aux dirigeants qui viennent. Cette énergie décarbonée, est-ce qu'elle vous coûte plus cher ? Oui, cette énergie décarbonée, elle nous coûte un petit peu plus cher parce que notamment il faut que notre fournisseur d'énergie investisse, puisqu'il a l'intention de passer de 80 à 95% d'énergie non fossile. Donc il y a des investissements et on participe en payant l'énergie un peu à ces investissements sur les 10 prochaines années. Mais à côté de ça, ça nous donne aussi beaucoup de pérennité, le fait de s'affranchir d'énergie fossile. De souveraineté, Voilà, de souveraineté. D'indépendance énergétique, Exactement. Donc c'est un choix assumé. Ça peut peser sur le ROI, mais c'est pour la bonne cause. Oui. C'est intelligent pour l'avenir de l'entreprise. Allez, on retourne une dernière fois sur le terrain parce que vous avez un dernier défi à relever. Et là, pour le coup, on va parler de quelque chose de culturel, on va dire, de systémique, surtout chez nous en France. Vous voulez végétaliser nos assiettes. Il faut aussi plus de végétal dans les assiettes. La protéine animale pèse lourd en CO2. Alpina veut donc aider les consommateurs à rééquilibrer leur alimentation avec des produits végétaux, gourmands bien sûr, et responsables. Aujourd'hui, on mange trop de protéines animales, 2 tiers de notre assiette et seulement 1 tiers de protéines végétales. Et du coup, pour la santé et aussi pour la planète, c'est important d'arriver à un équilibre de moitié-moitié. Donc, nous, on fait des belles pâtes et des bonnes pâtes depuis 180 ans. Et nous, notre défi, c'est d'encourager nos clients, à la fois consommateurs et restaurateurs,
à travailler des recettes végétales avec des pâtes, parce que tout le monde aime les pâtes. Tous les Français en mangent et il y en a même qui en mangent 2 fois par semaine. Donc nous, notre but, c'est d'amener des recettes, d'amener des bonnes pâtes différentes formes pour faire plein de recettes possibles, froides, chaudes, etc. Et d'accompagner ça avec des légumes, etc. Mais pour aller aussi encore plus loin et consommer plus de protéines végétales, eh bien, comme aujourd'hui, c'est pas toujours simple pour les Français de manger des légumineuses, parce qu'on a perdu l'habitude de les manger, de les préparer, eh bien, nous avons eu un défi, c'était d'intégrer du pois chiche directement dans les pâtes, mais en faisant en sorte qu'elles gardent le goût et la couleur d'une pâte classique. Et tout ceci pour à la fois les restaurants, les cantines scolaires, mais aussi le grand public. Alors Céline, le mot de la fin là-dessus, comment donner envie aux consommateurs et aux restaurateurs d'aller vers plus de végétal? C'est de ça dont on parle. Effectivement, substituer une partie des protéines animales par des protéines végétales, c'est une bonne idée pour le climat et c'est très bien d'offrir aux consommateurs une offre qui ne change pas trop leurs habitudes, ce que disait la personne interviewée, parce qu'effectivement, voilà. Les légumineuses, c'est une famille de plantes extraordinaire qui permet de fixer l'azote directement de l'air. Donc, ça permet de diminuer la consommation d'engrais minéraux d'origine fossile, à partir du gaz fossile. Donc, toute culture de légumineuses est à encourager. Donc, associer les deux, c'est pas mal. Je voudrais apporter quand même une petite nuance sur cette question de la végétalisation, parce qu'on a tendance à toujours à parler de diminution de la consommation de viande, mais sans jamais préciser de quelle viande on parle et de quel mode d'élevage on parle. Et là, vous, les journalistes, vous avez un grand rôle à jouer pour faire monter en compétence un petit peu le public et le consommateur sur ces sujets. On distingue les élevages de ruminants, donc les bovins, les ovins et les monogastriques, les poulets, les porcs. Les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Effectivement, les ruminants émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre, sauf qu'en France en particulier, ils sont élevés beaucoup sur des prairies permanentes qui sont un stock de carbone. Stock de carbone qu'on a intérêt à laisser là où il est pour des questions climatiques. Et donc, il y a un compromis à trouver sur la question de la consommation de viande, sur la préservation des externalités positives de certains élevages. Et effectivement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc attention à quel type de viande on diminue et par quoi on la substitue. Donc très bien si on la substitue par des légumineuses, si on la substitue par des protéines importées avec des animaux élevés dans des conditions absolument pas soutenables de notre point de vue, ou par de l'alimentation transformée, on n'aura pas gagné d'un point de vue climatique. Oui, non, c'est assez clair et vous avez eu raison de rappeler ce point-là. Nicolas Guise, pour finir, je trouve que c'est assez malin quand même ce que dit votre collaboratrice, c'est-à-dire que vous faites le changement sans qu'on s'en rende compte. C'est peut-être la meilleure manière d'embarquer les gens finalement. Absolument. On a même fait des tests auprès des enfants, parce que si vous mettez dans une assiette si vous arrivez à convaincre des pâtes enfants, là, c'est gagné. Et des pois chiches à côté, vous savez ce qui reste à la fin du repas, il reste des pois chiches sur le côté. Et quand vous avez ça, les enfants ne s'en rendent pas compte, ils sont très heureux. Et voilà. Et c'est bon pour leur assiette et c'est bon aussi pour la planète avec de l'azote naturel dans les champs. Bon pour les enfants dans leur assiette et pour leur avenir. Eh bien merci, voilà, idée à creuser. Merci à tous les deux, Nicolas Guise d'Alpina et Céline Corpel du Shift Project. Merci beaucoup d'être venus dans BFM Climat. On a parlé d'agroalimentaire, on va parler de nos vacances maintenant. Et oui, les grandes vacances approchent à grands pas, ça ne vous a pas échappé. On va tâcher aujourd'hui de répondre à cette question dans BFM Climat. Comment continuer à se faire plaisir sans nuire à la planète? Comment continuer à voyager sans faire flamber les émissions de CO2 et épuiser nos ressources? On en parle aujourd'hui avec deux dirigeants du secteur touristique.